Le 18 novembre 2024, au Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie a opposé son veto à un projet de résolution britannique sur la crise au Soudan. Le texte éludait en effet toute référence au gouvernement soudanais sur les points clés et aurait laissé à Londres la possibilité d'interférer directement dans le conflit. Depuis l'éclatement des combats au printemps 2023, les autorités militaires, dirigées par Abdel Fattah al-Burhan, forment de facto le gouvernement soudanais. Elles s'opposent aux forces de soutien rapide, FSR, dirigées par le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti. Les FSR se sont emparés de Khartoum, la capitale, et assiègent la ville d'El Fasher au Darfour. Complètement reléguée au second plan par le conflit ukrainien, puis par la situation à Gaza, la guerre au Soudan a déjà fait plusieurs dizaines de milliers de victimes et causé 8 millions de déplacés, sans pour autant susciter de vives réactions sur la scène internationale. Cette situation de crise profite à certains pays, dont Israël, alors que les FSR combattent aussi les Houthis dans le conflit au Yémen. L'arrivée de nouveaux acteurs et la reconfiguration des forces pourraient aboutir à un cessez-le-feu, voire à une solution négociée. La République du Soudan est née en 1956 de la décolonisation du territoire anglo-égyptien éponyme. La première guerre civile soudanaise commence immédiatement après l'indépendance, la province du Soudan du Sud cherchant à acquérir son autonomie. Elle l'obtient en 1972 par l'accord d'Addis Abeba grâce à la médiation de l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié. Une deuxième guerre civile éclate 10 ans plus tard, en 1983, quand le Nord, majoritairement musulman, voulut imposer la loi islamique à l'ensemble du pays, dont le Soudan du Sud, majoritairement chrétien. L'autonomie du Sud sort renforcée de ce conflit qui s'achève par l'accord de paix Nord-Sud de 2005. Pendant ce temps, à la faveur du conflit au Darfour, commencé en 2003, les milices Janjaweed, utilisées par Khartoum pour réprimer les groupes rebelles indépendantistes dans cette région, commencent à s'activer. Elles sont accusées de massacres contre les populations civiles. Au Capitole, le 9 septembre 2004, Colin Powell a été le premier à appliquer le terme de génocide pour qualifier leurs exactions au Soudan. Monsieur le Président, il nous reste à déterminer si ce qui se passe au Darfour doit être qualifié de génocide. Nous avons pu interroger 1136 des 2,2 millions de personnes qui, selon les estimations des Nations Unies, ont été touchées par cette situation et cette violence horrible. Ces interrogatoires ont révélé des atrocités généralisées et répandues, des meurtres, des viols, des incendies de villages commis par les Janjaweeds et les forces gouvernementales contre des villageois non arabes. Après avoir examiné l'ensemble des preuves recueillies par notre équipe et après les avoir associées aux autres informations dont dispose le département d'État et qui sont largement connues par la communauté internationale, qui sont couvertes par les médias et d'autres, j'ai conclu qu'un génocide avait été commis au Darfour. Le gouvernement soudanais et les Janjaweeds en portent la responsabilité et il est possible qu'un génocide soit encore en cours. Les milices Janjaweed contrôlent alors l'essentiel de l'exploitation des mines d'or au Darfour, dont le Soudan est par ailleurs le troisième détenteur en Afrique. Leur renforcement au détriment de l'armée régulière a contribué à l'équilibre fragile aujourd'hui rompu. En 2011, la province du Soudan du Sud, également riche en ressources minières et majoritairement chrétienne, finit par proclamer son indépendance après avoir organisé un référendum en 2011 où le oui l'emporta à 98%. Le président sud-soudanais, Salva Kiir, doit faire face à plusieurs années de guerre civile après l'indépendance de son pays. De mon côté, je vous assure qu'avec moi, vous ne retomberez pas dans la guerre. Travaillons tous ensemble pour rattraper la décennie perdue et remettre notre pays sur la voie du développement au cours de cette nouvelle décennie. Simultanément, à Khartoum, la situation semble se stabiliser temporairement. En 2013, les milices Janjaweed sont reconverties en forces de soutien rapide, FSR, par le général Mohamed Hamdan Daglo, surnommé Hemeti, et forment un groupe paramilitaire servant de supplétif à l'armée régulière.
En 2019, ces deux forces, l'armée et les FSR, renversent ensemble le président en place, Omar el-Béchir. Le général Abdel Fattah al-Burhan, issu de l'armée, dirige alors le Conseil souverain de transition avec Hemeti comme vice-président. Mais à la fin de la période de transition, en octobre 2021, al-Burhan s'empare seul du pouvoir. Dans la nuit du 24 au 25 octobre 2021, jugeant le moment favorable, le général Abdel Fattah al-Burhan prit un pouvoir qu'il exerçait déjà largement à travers le Conseil de souveraineté. À la suite de ce coup d'État, de fortes manifestations de protestation secouèrent Khartoum et les FSR jouèrent alors, une fois de plus, un rôle essentiel dans leur féroce répression. Inquiet de l'importance que prenaient les FSR, Khartoum voulut les intégrer à l'armée régulière. Le refus de ces dernières, qualifiées désormais de rebelles, fut la cause immédiate du conflit actuel qui débuta en avril 2023. Les deux forces s'affrontent désormais pour le contrôle total du Soudan. Les forces de soutien rapide s'emparent de Khartoum, la capitale, dès les premières semaines du conflit en avril 2023. Elles contrôlent l'ouest du pays, dont le Darfour, avec ses gisements d'or et les points de passage frontaliers avec la Libye. L'armée régulière, quant à elle, se cantonne au nord et à l'est sur les rives du Nil. Le gouvernement d'Abdel Fattah al-Burhan s'est réfugié temporairement à Port-Soudan, sur les côtes de la mer Rouge. Mais les autorités soudanaises prévoient prochainement de déplacer la capitale administrative à Atbara. Le nombre des pertes civiles jusqu'à aujourd'hui est difficile à estimer. Selon l'ONU, ce chiffre s'élève à 20 000 victimes. Mais pour Tom Perriello, l'envoyé spécial américain pour le Soudan, les estimations doivent être revues à la hausse jusqu'à 150 000 victimes civiles. Ce chiffre dépasserait largement ceux des guerres à Gaza ou en Ukraine. Pour Amy Pope, directrice de l'agence onusienne, Organisation internationale pour les migrations, la situation humanitaire est épouvantable. La situation ici est simplement catastrophique. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. La faim, les maladies, les violences sexuelles sont omniprésentes. Les Soudanais disent qu'ils vivent un cauchemar. C'est un conflit qu'on ne couvre pas assez et nous devons y prêter plus d'attention. Des millions de personnes souffrent. Il y a une forte probabilité que ce conflit déclenche une instabilité régionale du Sahel à la Corne de l'Afrique et à la mer Rouge. En effet, sur une population totale de près de 48 millions d'habitants, 8 millions de personnes ont été déplacées à cause du conflit, principalement dans les environs de Khartoum. En raison des combats, l'aide humanitaire peine à parvenir aux populations qui en ont le plus besoin. Les FSR sont sans doute les principales responsables des souffrances de la population, mais l'armée d'Abdel Fattah y contribue également. Elle entrave l'acheminement de l'aide humanitaire vers les zones contrôlées par les FSR et des civils sont également pris pour cible par les drones de l'armée. C'est ce que rapportait Al Jazeera en septembre 2023. L'armée soudanaise tue plus de 40 personnes dans une attaque de drone sur Khartoum. Une attaque de drone sur un marché en plein air au sud de la capitale soudanaise Khartoum a fait au moins 40 morts, selon les activistes et le personnel médical, alors que les militaires et paramilitaires des forces de soutien rapide se battent pour le contrôle du pays. Les bombardements sans discrimination et les raids aériens des deux parties sont devenus courants dans la guerre au Soudan, qui a transformé l'agglomération de Khartoum en un champ de bataille. Validé sur les théâtres d'opérations ukrainiens et gazaouis, l'emploi des drones est devenu un élément décisif du conflit. En juillet 2024, lors d'une cérémonie militaire de remise de diplôme à Gebeit, soit à plus de 500 km de la zone de combat, le chef du gouvernement, Abdel Fattah al-Burhan, a failli perdre la vie dans une attaque de drone qui a fait 5 morts. Le chef de l'armée échappe à une attaque de drone meurtrière sur une base. Le général Abdel Fattah al-Burhan, commandant de l'armée soudanaise et dirigeant de facto du pays, a échappé mercredi à une attaque de drone sur une base de l'est du Soudan. Nous ne reculerons pas, nous ne nous rendrons pas et nous ne négocierons pas, a déclaré après l'attaque le commandant de l'armée, manifestement indemne. Nous n'avons pas peur des drones, a-t-il ajouté devant les troupes sur la base de Gebeit. Au Darfour, les FSR poursuivent le siège de la ville d'El Fasher, dernier bastion loyaliste de la région encerclée depuis mai 2024. Des renforts y ont été parachutés pour lui permettre de tenir, comme le rapportait RFI en novembre 2024.
Soudan, les combats pour le contrôle d'El Fasher entrent dans une nouvelle phase. L'armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, a pour la première fois fait parachuter des militaires au-dessus de la ville encerclée. L'armée craint de son côté la séparation du Darfour en cas de perte d'El Fasher et pèse de tout son poids pour garder la ville en sa possession. En plus du renfort envoyé par l'armée, la Force commune, une coalition de mouvements de la rébellion au Darfour qui se sont rangés du côté de l'armée, annonce avoir également reçu du renfort. Pour les FSR, s'emparer de cette ville serait un atout de taille lors de possibles négociations avec l'armée. Pour autant, le positionnement des puissances internationales sur ce conflit évolue dans un sens qui pourrait modifier la dynamique d'ensemble en faveur du gouvernement militaire. Comme nous l'avons vu, les FSR contrôlent l'exploitation des mines d'or au Darfour. Avant même le début du conflit, les Émirats arabes unis envoyaient de l'armement au maréchal Haftar, qu'ils soutiennent également. La Libye continue de servir de point de transit pour alimenter en armement les FSR au Soudan. Selon l'ancien chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, les armes laissées sur place lors des conflits précédents ont fait de la Libye un supermarché ouvert d'armes, alimentant à la fois la lutte politique interne et les conflits dans les pays voisins. Haftar a été accusé de fournir des armes aux forces de soutien rapide, FSR, dans le cadre de la guerre civile au Soudan, ce qui met dans ce conflit le commandant de l'armée nationale libyenne dans le camp opposé à celui de son allié égyptien. Au Yémen, jusqu'en 2019, les FSR ont également massivement participé à l'opération contre les Houthis organisée par la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. Le Soudan a réduit ses troupes au Yémen ces derniers mois. Dans les années précédentes, Daglo, également membre du Conseil souverain du Soudan, constitué de militaires et de civils, qui a gouverné le Soudan l'espace d'un peu plus de 3 ans durant la période de transition, avait mobilisé des milliers de militaires, des forces de soutien rapide pour combattre au Yémen pour le compte de l'Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis, constituant ainsi l'ossature de la coalition. Les responsables ont déclaré que les troupes soudanaises atteignaient plus de 40 000 hommes au plus fort de la guerre au Yémen en 2016 et en 2017. De son côté, Israël a tout intérêt à se rapprocher des FSR. Tel Aviv pourrait ainsi continuer de s'appuyer sur eux face aux Houthis qui menacent tout navire en mer Rouge battant soit pavillon israélien, soit ceux des flottes marchandes soupçonnées d'apporter du soutien à l'État hébreu dans sa guerre contre la Palestine. Comment Israël pourrait profiter de la crise au Soudan ? Des deux camps belligérants au Soudan, ce sont les FSR qui se rapprochent le plus des intérêts stratégiques et des objectifs nationaux d'Israël. Le groupe s'est engagé à combattre les islamistes radicaux et a récemment retiré le mot Al-Quds, Jérusalem en arabe, de son logo. L'Iran, de son côté, soutient fermement le gouvernement militaire établi à Port-Soudan. Selon un article de Reuters publié en avril 2014, Téhéran aurait joué un rôle majeur dans l'introduction des drones dans l'armée soudanaise, permettant ainsi d'enrayer l'offensive des FSR. Guerre civile au Soudan. Des drones iraniens aident-ils l'armée à gagner du terrain ? 1 an après le début de la guerre civile au Soudan, des drones de combat de fabrication iranienne ont aidé l'armée à renverser le cours du conflit, à entraver la progression des forces de soutien rapide, une organisation paramilitaire rivale, et à regagner du territoire autour de la capitale, a déclaré à Reuters un militaire haut placé. Ces dernières semaines, l'armée a commencé à utiliser des drones de précision dans ses opérations militaires, ce qui a obligé les forces de soutien rapide à fuir de nombreuses zones et a permis à l'armée de déployer des forces sur le terrain, a déclaré un habitant âgé de 59 ans du quartier Al-Tawa de la ville d'Odurman. La Russie, quant à elle, a bloqué à l'ONU le projet de résolution britannique de novembre 2024. Un veto qui lui a valu une grande manifestation de soutien à Port-Soudan. La résolution prévoyait en effet des abandons de souveraineté de l'État soudanais pour la protection des populations et un acheminement de l'aide humanitaire conditionné à une ouverture totale des frontières en dépit des risques pour la sécurité du pays. De telles exigences n'ont jamais été formulées à l'État hébreu dans sa guerre contre Gaza. Moscou tente donc désormais de s'appuyer sur le gouvernement incarné de facto par Abdel Fattah al-Burhan.
La Russie n'a pas soutenu la résolution sur le Soudan en raison des tentatives d'ingérence britanniques. C'est ce qu'a indiqué le représentant permanent adjoint de la Fédération de Russie auprès des Nations Unies, Dmitry Polyansky. Tout au long du travail sur le projet de résolution, ils ont déployé beaucoup d'efforts pour enlever toute référence aux autorités légitimes du Soudan dans les passages les plus importants du texte. Cette décision de Moscou anticipe sans doute une victoire de l'armée régulière. Soutenir Abdel Fattah al-Burhan pourrait à terme faire avancer la cause du projet russe d'établir une base navale en mer Rouge à Port-Soudan. La Russie change de camp dans la guerre au Soudan. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov a confirmé le 29 avril lors d'une visite à Port-Soudan le changement graduel de Moscou. Auparavant, la Russie considérait le chef des forces de soutien rapide, Mohamed Hamdan Daglo alias Hemeti, comme un appui crucial pour créer un port russe sur la mer Rouge à Port-Soudan. Sa délégation, comprenant de nombreux militaires, a proposé au Soudan une aide militaire qualitative sans restriction, tout en condamnant la coopération militaire entre le Soudan et l'Ukraine. Mikhail Bogdanov a précisé plus tard que la Russie reconnaissait le Conseil souverain de transition comme le représentant légitime du peuple soudanais. Pour les États-Unis, il est hors de question d'intervenir à découvert dans un espace aussi large. De 1993 à 2020, le Soudan avait été classé parmi les États soutenant le terrorisme. L'embargo sur les armes est toujours en vigueur et la politique de sanctions s'est révélée complètement inefficace. En 2017, Donald Trump a levé les sanctions économiques, retirant le pays de la liste des soutiens au terrorisme en 2020 et obtenant en échange la signature du Soudan des accords d'Abraham sur la normalisation des relations avec Israël. Les États-Unis ont formellement retiré lundi le Soudan de leur liste des pays soutenant le terrorisme. L'inscription sur cette liste empêchait les pays étrangers de commercer et d'investir dans le pays sous peine de sanctions. Le président américain Donald Trump avait annoncé le 19 octobre le retrait de Khartoum de cette liste noire. Quelques jours plus tard, le 23 octobre, les autorités soudanaises, tout en niant tout chantage, avaient accepté, sous la pression américaine, de normaliser leurs relations avec Israël. Le chantage aux sanctions a perdu de son efficacité. D'autres acteurs sont apparus pour pallier les pressions des pays occidentaux et apporter plus d'aide humanitaire. C'est le cas de la Chine. Le premier paquet de matériel que nous avons livré aujourd'hui comprenait des équipements médicaux, des articles médicaux consommables et des médicaments, ce qui contribuera à atténuer la pression humanitaire au Soudan. En outre, la Chine prévoit également de fournir au Soudan 3 lots d'aide humanitaire comprenant de la nourriture, des objets de première nécessité en cas de catastrophe et des fournitures médicales. Ces lots devraient être livrés en août et en septembre. La guerre civile au Soudan, opposant les deux anciens protagonistes du Conseil souverain de transition après le départ du président Omar el-Béchir, entre dans sa phase décisive. Malgré les succès initiaux incontestables des FSR, l'évolution des forces impliquées depuis l'extérieur ne leur semble pas favorable. Les FSR ont donc tout intérêt à exploiter leurs acquis et à opter pour une solution négociée, comme le souhaitent la plupart des puissances étrangères impliquées. Seule l'ambition d'Abdel Fattah al-Burhan, qui souhaite une victoire sans compromis, sera déterminante sur l'issue du conflit. Et pour aller plus loin dans notre analyse, je reçois Ahmad Tahir, correspondant de Sputnik Afrique. Ahmad Tahir, bonjour. Bonjour Xavier Moreau. Merci d'avoir accepté notre invitation et ma première question portera sur la situation militaire et sur les forces en présence au Soudan. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Écoutez, la situation actuellement au Soudan est très très grave. Il y a la guerre qui oppose des généraux parce que le Soudan a connu dans le passé a connu plusieurs guerres civiles, mais cette fois-ci c'est quand même différent parce que c'est une guerre qui oppose des généraux, l'un qui veut s'accrocher au pouvoir et l'autre qui tente de récupérer le pouvoir par la force. Donc actuellement, les Soudanais, plus de 50 millions de personnes sont pris au piège. Parmi les 50 millions, il y a 10 qui sont déjà déplacés à l'intérieur et 2 millions de déplacés dans les pays frontaliers tels que le Tchad et l'Égypte. Actuellement, il y a une autre crise qu'on ne voit pas. Il y a une crise humanitaire très très grave. Il y a des risques de famine. Mais tout cela se passe sous les regards indifférents, sous les regards impuissants de la communauté internationale. Comme l'a affirmé le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, il s'est interrogé lors des sommets des ministres à Sochi. Existe-t-il une communauté et est-ce qu'elle est internationale?
Donc, c'est cette question qui se pose actuellement. Il y a des morts, il y a plusieurs milliers de morts. La guerre dure déjà une année et demie, mais jusque-là, on ne voit pas des actions concrètes sur le terrain. Oui, quand on regarde, en fait, il y a même plus de morts qu'à Gaza, il y a plus de morts qu'en Ukraine, en fait. Actuellement, mais c'est l'indifférence des États, de la communauté internationale en général, ça peut expliquer en deux facteurs. Premièrement, le Soudan est connu comme un État instable, comme un État qui a connu plusieurs guerres civiles, mais cela ne justifie pas qu'on n'accorde pas, en tout cas, une attention particulière à ce conflit, parce qu'il y a déjà plus de milliers de morts au Soudan, il y a des risques de famine, comme je venais de le souligner. Mais pourquoi cette indifférence? C'est là, la communauté internationale, par exemple, à Gaza, on voit les pays arabes qui, sous l'effet d'émotions et tout, soutiennent les Palestiniens. En Palestine, c'est un peu différent parce qu'il y a une occupation israélienne. On parle notamment donc des groupes de mercenaires, de Wagner. On les a observés dans cette zone-là. Écoutez, ça c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ce n'est que des spéculations, parce que Wagner aujourd'hui, pour les pays dits occidentaux, c'est devenu comme, si je peux le dire, c'est devenu comme une fascination. Les Occidentaux sont tellement fascinés par les Wagner. C'est pourquoi à chaque conflit en Afrique, on cite les Wagner comme quoi les Wagner sont au Soudan. Mais est-ce qu'il y a des preuves tangibles qui montrent l'existence des Wagner dans les conflits soudanais? Non, personne n'a pu quand même jusqu'à maintenant démontrer que Wagner sont impliqués dans ces conflits. Bien sûr, si on parle par exemple des Wagner, souvent on les lie avec les FSR. Les FSR, on ne peut pas faire un tel percée sans une aide quelconque. Extérieure. Mais cela ne veut pas dire que Wagner est impliqué dans ces conflits. Vous parlez des FSR précisément. Ils s'attaquent également aux Houthis en mer Rouge. Est-ce que ça en fait deux des alliés d'Israël? Est-ce qu'Israël sera impliqué dans cette opération? Israël, je n'ai pas des informations correctes que Israël est impliqué directement ou indirectement. Mais l'Israël, quand même, il a intérêt de soutenir la FSR parce que le général Mohamed Hamdan Doglo dit Meti, il est quand même pour, ou bien on peut dire même il est partisan de la normalisation des relations entre l'Israël et le Soudan. Et aujourd'hui, pour Israël, le Soudan représente une force qui est hostile à la normalisation des relations entre les pays arabes et l'Israël. Donc, Mohamed Hamdan Doglo, comme on les surnomme Imeti, c'est une personne qui est ni loi, ni foi. Il exécute tout ce qu'on lui dit. Donc, lui, il peut être un bon allié pour l'Israël. Et l'Israël aussi a intérêt de les aider. Comme on l'a vu déjà, il a déjà fait une guerre. Il a amené des Soudanais au Yémen pour se battre contre les Houthis. Donc, c'est une personne que, aujourd'hui, même la communauté internationale ne peut pas le parler. Même si on le parle, ce n'est pas une personne. Parfois, on le dit, il est officiel, parfois, il n'est pas officiel. Donc, c'est la raison pour laquelle Israël, il a l'intérêt quand même de soutenir ces groupes-là. Parlons un peu maintenant des opérations sur le terrain. On a vu l'apparition des drones de manière assez massive. Comment vous analysez cette évolution dans la guerre? Vraiment, c'est quand même dommage parce que aujourd'hui, il y a les FSR qui pratiquent une guérilla. Ce n'est plus une guerre, c'est une guérilla. Ils se cachent parfois dans des maisons, là où se trouvent les habitants. Et le régime en place, comme actuellement, on ne sait même pas qui dirige réellement les Soudans. Le régime en place utilise quand même des méthodes qui ne sont pas vraiment appropriées. Parfois, on utilise des drones, on utilise des avions de chasse pour bombarder la FSR. Mais malheureusement, ces bombes-là souvent tombent sur des civils. Donc moi, je ne peux pas dire que l'utilisation des drones profite à qui que ce soit. L'utilisation des drones, malheureusement, ça contribue à exacerber ces conflits-là, ça contribue à tuer plus de populations. Donc moi, je ne peux pas dire que ça profite à une personne. Et actuellement, souvent, on entend que, comme vous avez parlé des drones, justement, on entend souvent l'implication de certains pays, soutien technique. Soutien technique, soutien logistique. Mais, quand on parle des pays étrangers, on cite souvent les Tchad. Mais ce qui n'est pas le cas. Les Tchad n'a aucun intérêt à s'impliquer dans ces conflits-là.
comme vous le savez, le Tchad et le Soudan, c'est une très très longue tradition d'accusation, d'ingérence, de déstabilisation. Donc c'est pour les Tchadiens, ce n'est pas vraiment étonnant de voir que le régime soudanais accuse le Tchad d'aider la FSR, mais le Tchad n'a aucun intérêt à... Ahmed Tahir, ma dernière question sur ce sujet. Comment vous voyez l'évolution en 2025 de ce conflit? Est-ce qu'il y a une chance de s'en sortir? Il y aura une chance si seulement aujourd'hui la communauté internationale décide de prendre ses responsabilités. Parce que on a vu, mais moi ce que je ne souhaite pas, c'est d'une mission de l'ONU, parce qu'on a vu les missions de l'ONU, tout ce qu'on a envoyé en Afrique, ils ont montré leurs limites. Souvent, au lieu de résoudre les conflits, ils accentuent beaucoup plus les conflits. Moi, ce que je souhaite, et lorsque j'ai rencontré les dirigeants soudanais qui étaient là ici au Forum économique de Sochi, j'ai vu dans leurs yeux qu'ils souhaitent vraiment que la Russie porte assistance à leur pays. Parce que j'ai discuté avec eux et j'espère vraiment que la Russie décide de porter assistance à ces pays-là. La Russie actuellement applique une politique non-ingérence dans les affaires africaines, aux problèmes africains, solutions africaines. Mais cela ne va pas résoudre ces problèmes. Il faut que la Russie décide moi je ne peux pas dire intervenir, mais d'apporter assistance à ces pays-là. Aujourd'hui, la Russie est la seule force qui est crédible en Afrique, qui est respectée en Afrique et écoutée par les deux camps, que ce soit les camps de Himeti, que ce soit les camps de Burhan. La Russie a la capacité de mettre ces deux généraux face à face et résoudre les problèmes. Moi, c'est ce que je pense. Ce sera le mot de la fin. Merci Ahmed Tahir. Merci à vous, Xavier Moreau. Je rappelle que vous êtes correspondant pour Sputnik Afrique. 2025 pourrait être pour le Soudan l'année décisive dans la résolution de ce conflit, à condition que les protagonistes sur place fassent preuve de réalisme et que les acteurs internationaux les poussent dans cette voie. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine